messieurs, aujourd'hui nous allons aborder l'international avec comment faire rayonner notre territoire en Europe et dans le monde. Vous êtes deux profils complémentaires. Christophe Allot, vous êtes professeur des universités. Vous êtes également directeur de la chaire Attractivité et Nouveau Marketing Territorial. Et à travers vos recherches, vous travaillez sur la façon dont les territoires, grandes métropoles comme les villes moyennes, peuvent se positionner, construire leur image. Olivier Mélis, vous êtes directeur de l'EG La Goutte, une maison fondée en 1836, mondialement connue pour l'inventrice de la crème de cassis. Vous avez rejoint l'entreprise en 2007 en tant que directeur industriel et vous êtes devenu directeur général en 2014. À savoir que sous votre impulsion, quand même, l'EG La Goutte a renforcé son positionnement international car vous exportez à 75% vos produits, notamment au Japon, et on va le découvrir tout de suite. Pour commencer, pouvez-vous nous dire, Christophe Allot, quelle est la marque de Dijon au niveau national ? Au niveau national, c'est vrai que lorsqu'on interroge les Français sur Dijon, spontanément leur vient la moutarde. Juste après, leur vient la question de la gastronomie, du vin. Ils associent également la Bourgogne à Dijon. Et donc, il y a quand même une richesse de mots qui sont associés spontanément à Dijon. Lorsqu'on les interroge sur Bourgogne, on va retrouver également ces éléments de gastronomie, de vin. On va retrouver Dijon également. Donc, c'est vrai qu'il y a un système, on va dire, de marques et de valeurs qui est vraiment très orienté sur la gastronomie, avec le produit moutarde, avec les vins. Et justement, Olivier Mélis, vous êtes à l'international, comme on l'a dit, notamment au Japon. Comment est perçu Dijon et la Bourgogne au Japon ? Alors, elle est perçue à travers les mêmes valeurs qu'on a évoquées. La gastronomie à Dijon est très facilement associée à la gastronomie, à la moutarde. Alors nous, en tant que producteurs de crème de cassis de Dijon, on s'associe à ces valeurs et on les utilise pour pouvoir créer, j'allais dire, un attrait, parce que il suffit certaines fois juste d'attirer et de faire goûter nos produits pour qu'après les personnes s'approprient la totalité de l'image de Dijon et de la Bourgogne à travers notre produit crème de cassis, mais la moutarde ou les vins de Bourgogne. Justement, est-ce que c'est une force pour notre territoire d'avoir la moutarde et ses vins ? Oui, c'est une force parce qu'il y a des territoires qui n'ont pas d'image. Et donc, lorsqu'on dit les mots que vous associez à un territoire, les gens n'ont rien à associer. Donc, quelque part, voilà, on ne peut pas se plaindre d'avoir une richesse, surtout lorsque cette richesse est quand même associée à des éléments positifs et qui s'exportent également très bien. Et je rajouterais que l'image de la France est également associé à ces mots-là. Donc, quelque part, vous avez une image avec Dijon-Bourgogne sur gastronomie qui correspond aussi à l'image de la France. Donc, quelque part, il y a une grande cohérence dans ce qu'on peut véhiculer à l'étranger. Ouais. Et justement, comment on arrive au Japon ? Vous êtes le premier alcool vendu au Japon, la crème de cassis. C'est improbable. Alors, c'est un travail qui a démarré il y a très longtemps. En 1982, les premiers contacts se sont faits. Ils se sont faits justement à travers des valeurs. On parle aussi de convivialité. C'est vrai que nos produits créent une certaine convivialité. Le distributeur avec lequel nous travaillons toujours depuis 1982 a d'abord, j'allais dire, partagé avec Dijon et avec notre société la convivialité du produit. Et petit à petit, s'est créée une relation commerciale basée essentiellement quand même sur le produit, la qualité, la tradition. On vend aussi, on achète. Le client japonais achète aussi de l'histoire, achète une valeur qui va au-delà du produit qu'il déguste. Il achète une image et une histoire. Donc c'est du travail de longue haleine et il se crée pour nous, petite entreprise de 32 personnes, à travers un distributeur. Je veux dire, vous n'avez pas des équipes qui sont sur place en train de vendre l'image de Dijon et de la Bourgogne. Notre principal travail, c'est de faire transpirer ces images et ces valeurs chez nos distributeurs qui, eux, vont les traduire, alors pas traduire uniquement en japonais, mais en façon de faire et qui vont aussi les adapter. C'est-à-dire qu'on peut arriver avec certains points qui vont être transcrits in extenso et des points qui vont être adaptés. Et l'adaptation fait aussi partie du travail que l'on a et du travail que nos distributeurs font. Peut-être la petite anecdote de comment est consommée la crème de cassis au Japon par rapport à la France. Alors,
en tant que bourguignon d'adoption, la consommation de cassis en Bourgogne et à Dijon se fait uniquement en mélange avec un vin blanc tranquille ou un crément. Au Japon, on le consomme dilué dans de l'eau gazeuse, dilué dans du jus d'orange, par exemple pour des apéritifs, des occasions plutôt brunch. Et la consommation aussi locale va jusqu'à le mélanger à des thés froids, hein, des thés glacés verts, parce que c'est quelque chose de naturel et qui se marie très bien avec ce type de produits locaux. Donc là, il ne faut pas aller à contresens et forcer à le consommer comme nous on le souhaite. En termes d'image, il faut laisser aussi vivre notre image à l'international. Ah bah, c'est sûr que, enfin, faut être capable d'adapter. Après, il faut une certaine cohérence également dans ce qu'on propose. C'est vrai que lorsque les Japonais consomment le produit, ils le consomment avec leurs caractéristiques culturelles, mais sans renier pour autant ce qui est proposé par la marque et la crème de cassis. Donc, faut qu'il y ait un certain alignement. Et dans cet alignement-là, c'est vrai que la vraie force d'un territoire, c'est d'avoir des marqueurs clairement identifiés. Le nom de votre entreprise, lorsque vous l'exportez dans un pays, très souvent, personne ne vous connaît. Et c'est normal, parce qu'il y a très peu d'entreprises qui sont connues à l'échelle internationale. Par contre, la France, la Bourgogne, Dijon, quasiment tout le monde connaît. Alors, tout le monde, pas forcément tout le monde, mais en tout cas, la France, je pense que tout le monde connaît l'international. Et derrière cette marque France, il y a la gastronomie, il y a du luxe, il y a de la mode. Alors, on va dire, on aimerait qu'il y ait d'autres choses. Bien sûr qu'on aimerait qu'il y ait d'autres choses, mais déjà c'est très bien. Et c'est encore mieux lorsqu'on vend des produits qui sont en lien avec ça. Donc après qu'il y ait des adaptations locales, c'est normal, mais c'est vrai que c'est une vraie chance de pouvoir s'appuyer sur cette force territoriale. Et cette force territoriale, comment on la crée avec une agence d'attractivité, avec les entreprises, avec les universités c'est quoi? Il faut créer un nouveau collectif? Oui, il faut créer des collectifs à l'échelle du territoire. Après, la question, c'est de dire où s'arrête, on va dire, ce collectif. Et il ne s'arrête pas aux frontières administratives. C'est-à-dire que bon, on a des bassins élargis. Parfois, on a Lyon qui travaille avec Saint-Étienne, qui travaille avec le Beaujolais. Enfin, on ne s'est pas arrêté aux frontières de Lyon pour travailler le territoire. Mais c'est vrai qu'il faut arriver à sortir un petit peu des collectifs classiques, associer les entreprises, associer les universités, associer les organismes de recherche, notamment pour faire évoluer les produits et pour anticiper ce qui va se passer demain avec des sujets de transition écologique notamment. Et donc c'est vrai qu'il faut arriver à emporter beaucoup de personnes là-dessus. Et c'est en effet le rôle aujourd'hui des agences d'attractivité que de fédérer ces acteurs parce que il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux en termes de politique publique. Et donc, il faut un peu des agrégateurs. Et ces agrégateurs-là, on les voit se développer. Il y a plus d'une centaine d'agences d'attractivité en France. Et ils jouent un peu ce rôle d'agrégateur de tous ces acteurs des territoires qui veulent développer l'attractivité. Justement, pour vous, c'est aussi important d'être accompagné en local pour partir à l'export. Vous revenez du Japon, de l'exposition universelle. Comment on est une petite entreprise, vous l'avez dit, de 32 salariés, on arrive à pouvoir aller sur l'exposition universelle? On y arrive justement avec ces collaborations qu'on a avec cette agence d'attractivité. On y est allé parce qu'on était dans ce collectif. Tout seul, c'est quelque chose qui est inabordable au niveau organisation, au niveau budgétaire. Là, on a pu y aller avec Dijon Bourgogne Invest, mais aussi avec Vitagora, le pôle compétitivité agroalimentaire. On était accompagné aussi avec des agences locales type Office du tourisme, des politiques. On était une force et on était Dijon-Bourgogne. On n'était pas notre entreprise, Une même marque, on hein. n'était pas AgroSup Dijon ou l'Université Dijon, on était Dijon-Bourgogne. Et quand les gens, après, discutaient avec nous, ils avaient toutes les facettes du territoire. On pouvait parler de recherche. Nous, ça nous permet aussi d'avoir en local des organismes de recherche qui peuvent nous aider sur l'adaptation au changement climatique. On avait sur place des gens qui pouvaient parler d'attractivité pour des implantations de nouvelles entreprises, pour nous de présenter nos produits. Voilà, c'était un collectif Dijon-Bourgogne qui se déplaçait avec le multifacette qui pouvait répondre à quasiment toutes les questions ou toutes les
toutes les problématiques qu'on pouvait avoir à discuter ou à régler, en tout cas sur place. Et justement, comment on fait concrètement pour mettre en avant cette marque du territoire? Est-ce qu'il y a des erreurs qu'il faut qu'on évite absolument, que d'autres villes auraient pu faire, ou à l'inverse, des exemples qui fonctionnent plutôt très bien? Bah, des erreurs, c'est vrai qu'on a une grande période où parfois tout le monde voulait une marque un peu qui sonnait anglophone, on va dire, à l'international. Donc on mettait des noms anglais un petit peu partout, ça ne marchait pas tout le temps. On s'est beaucoup inspiré des marques commerciales et des fois, c'est vrai que les codes des marques commerciales, voilà, ça partait un petit peu trop dans le commercial alors qu'on est quand même sur des territoires et les habitants le vivaient mal. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus sur des marques symboliques, des marques plutôt discrètes. Donc on est un peu moins sur les grandes lettres géantes qu'on mettait un petit peu partout sur les grandes places. Et donc on va travailler notamment sur des pictogrammes, des symboles, des choses qui permettent d'identifier le territoire, de faire transpirer un petit peu certaines valeurs du territoire, mais qui sont parfois assez simples, hein. Ça peut être, on parlait là d'authenticité, on parlait d'audace, on parlait d'épicurisme. Donc ça peut être ces valeurs-là, mais identifiées avec un pictogramme, un symbole, qui peut être repris par tout le monde. Parce que l'objectif, c'est plutôt, voilà, lorsque vous allez à l'exposition universelle, que tout le monde reconnaisse le territoire Dijon-Bourgogne avec un symbole, et qu'une fois qu'on quitte l'expo universelle, tout le monde garde ce symbole qui reste visible et que tout le monde puisse se l'approprier. Voilà, pour les étudiants, pour les entreprises, Tous les pour habitants du territoire voilà. et tous ceux qui se sentent fiers de ce territoire, parce que il y a des territoires qui ont aussi des ambassadeurs à l'étranger. Donc si vous avez une diaspora dijonnaise-Bourgogne qui est aux États-Unis et qui utilise ce pictogramme et qui fait connaître le territoire et qui explique pourquoi, finalement ça bénéficie à tout le monde. Mais il faut que ce soit quelque chose de simple à s'approprier. Et donc c'est-à-dire que ce n'est pas un gros bloc de marque avec un code couleur imposé, c'est quelque chose d'assez souple dans l'utilisation en termes de communication. Et quelque chose qui peut s'utiliser effectivement par tous et pour tout le monde, et que vous pourriez remettre effectivement dans vos communications nos aussi. étiquettes, sur nos réseaux sociaux, ça peut être utile et utilisable. Christophe Allot, est-ce qu'il est intéressant par exemple de créer un club des ambassadeurs? Alors, oui, ça se fait, hein. C'est vrai que on a souvent l'exemple de Lyon qui avait lancé avec Onilion un programme de plus de 20 000 ambassadeurs, et donc c'était quelque chose d'assez magique, enfin, notamment en termes quantitatifs. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on essaie de créer des réseaux d'ambassadeurs, mais sélectifs. Alors sélectifs, c'est-à-dire tout le monde peut être ambassadeur, mais on va plutôt privilégier des ambassadeurs qui sont emblématiques des valeurs du territoire qu'on souhaite communiquer. Donc si on veut être sur audace, authenticité et sur épicurisme, on va plutôt chercher des ambassadeurs qui représentent ces valeurs-là et plutôt s'appuyer sur un petit nombre d'ambassadeurs mais qui illustrent très bien ces valeurs que forcément, voilà. Donc c'est pas pour dire qu'on va faire des niveaux d'ambassadeurs, mais ça peut être un moyen quelque part d'être on va dire, plus sélectif sur la quantité, mais par contre d'être plus qualitatif et que ces ambassadeurs vont communiquer quelque chose qui est cohérent avec ce qu'est le territoire, alors que lorsqu'il y en a 20-30 000, voilà, il peut y avoir un peu tout comme type d'ambassadeur. Donc on essaye vraiment de bien calibrer, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on utilise le terme d'ambassadeur, mais de plus en plus on a des nouveaux noms qui arrivent. Donc la Manche parle des visionnaires, hein, parce qu'ils ont mis ça en avant. Les Grenoblois parlent des pionniers. Et donc c'est vrai que le terme d'ambassadeur, aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu le terme global, mais selon les territoires, et ici peut-être qu'on pourrait parler des épicuriens. Voilà, et ce serait le réseau d'ambassadeurs, hein, qui s'appellerait comme ça, et dedans on mettrait que des gens qui aiment bien profiter. Comme Olivier Mélis, c'est un épicurien au Japon. Parce que vous, en termes de communication, quand vous communiquez au Japon sur vos produits, vous m'avez dit finalement, ce n'est pas vraiment vous, c'est le distributeur qui communique sur vos produits. Vous n'avez pas des grosses campagnes de publicité là-bas qui sont créées ici en France. Non, non, elles sont basées sur nos valeurs d'entreprise, sur les valeurs du territoire, parce que c'est ce qui se communique le mieux. Enfin, l'authenticité, la tradition, l'histoire, l'épicurisme, la convivialité, c'est ce que l'on transmet. Et j'allais dire, dans le cadre professionnel, je peux être un ambassadeur en étant là-bas, mais on est tous, entre guillemets, en tant que citoyens de la métropole et de la région, aussi des ambassadeurs. Quand on rencontre des amis, quand on fait venir des amis,
on a souvent des discussions entre nous sur comment ça se passe, comment tu vis à Dijon, la qualité de vie, etc. On l'est aussi, entre guillemets, non officiellement, mais on communique et on transmet ces valeurs-là de façon naturelle ou professionnelle, mais en tout cas basée sur ces points de reconnaissance commune. C'est sûr que nos produits, qui sont des produits qui se consomment dans des moments conviviaux, c'est plus facile d'être un ambassadeur dans ce domaine-là que dans un domaine un peu plus aride. Et est-ce que les étudiants peuvent être des ambassadeurs, des étudiants étrangers qui viendraient sur notre territoire, ou à l'inverse, nos étudiants qui iraient à l'étranger? Est-ce qu'il faut miser sur eux? Oui, il faut miser. Après, les étudiants sont libres et c'est vrai que parfois, enfin, on ne va pas dire un étudiant va à l'étranger et va dire que Dijon c'est super. Enfin, bon, mais s'il le pense, il le fera de lui-même quelque part. Donc le terme d'ambassadeur, c'est assez générique. Et de la même manière qu'un étudiant international qui vient sur le territoire et qui s'y plaît, c'est sûr que lorsqu'il reviendra dans son pays, il dira voilà, Dijon c'est bien et peut-être qu'il aura même envie d'y revenir. Après, qu'est-ce qu'on en fait en termes d'organisation? Est-ce qu'on crée des réseaux d'ambassadeurs, étudiants, etc. Bon, ça j'en suis moins convaincu. Ce que je sais, par exemple, c'est que c'est Montréal qui faisait ça. Eux, ils faisaient beaucoup d'efforts pour attirer des étudiants internationaux, mais surtout pour les faire rester. Et pour les faire rester, ils avaient créé un événement qui s'appelait « Je choisis Montréal ». Et donc, il y avait toutes les entreprises du territoire qui proposaient des offres d'emploi, mais qu'aux étudiants internationaux. Et donc, il y avait un message qui était communiqué, dire nous, on veut que vous restiez ici. Alors bon, c'est en lien avec la politique du territoire, mais c'est vrai qu'on peut faire des choses spécifiques pour ces étudiants internationaux. Après, le discours positif vis-à-vis du territoire, ça, quelque part, on ne peut pas le maîtriser. Mais a priori, ils l'auront de toute façon, en gardant une bonne expérience de Dijon. Peut-être qu'ils y reviendront plus tard. Mais après, ça peut se structurer, notamment avec des entreprises qui souhaitent garder certains étudiants internationaux sur le territoire. Est-ce que vous en avez beaucoup, des étudiants internationaux ou On travaille avec l'écosystème local de l'université ou des écoles d'ingénieurs. Et c'est vrai qu'à travers cela, on a de temps en temps alors ce n'est pas un critère de choix, mais on a eu des alternants brésiliens ou suisses, c'est un peu moins exotique. Mais oui, ça crée un lien, mais ce n'est pas l'élément principal. Mais c'est sûr que une fois qu'on a cette communication, on s'aperçoit dans un sens comme dans l'autre que ça permet de développer l'image dans un sens et dans l'autre, de l'entreprise, de la société et de la région Dijon-Bourgogne. Et pour conclure, Christophe Allot, que pensez-vous que les Dijonnais, les Bourguignons doivent faire pour mettre encore plus en avant leur territoire et ainsi leur entreprise? Ce qu'ils doivent faire peut-être, c'est de bien être d'accord sur ce petit groupe de valeurs. Alors, on parlait de ces éléments d'audace, d'authenticité, d'épicurisme. Et dès lors qu'il y a ce socle-là, finalement, il faut communiquer là-dessus, mais pas communiquer en disant on aime ça, on est authentique, on est authentique, on est authentique, parce qu'en fait, c'est pas de le dire qui le fait. Mais finalement, à travers ce qu'on va vendre comme produit, à travers ce qu'on va dire du territoire, finalement d'être assez conforme à ces éléments-là, parce que l'important, c'est de faire ressortir certaines choses. On a beaucoup de territoires qui ont souvent plein de qualités, mais ils ont un peu du mal à choisir. Donc on est bon là, sur le sport, sur la culture, sur tout ça, et à la fin, il n'y a rien qui ressort. Donc c'est juste, ça a l'air sympa. Donc c'est important de faire ressortir des choses, parce que ça permet de créer des connexions, et ces connexions, c'est vrai que la convivialité, on en parlait, la gastronomie, l'épicurisme, forcément, il y a de la connexion, parce que partout sur la planète, il y a des gens qui se connectent à ces sujets, c'est des relations humaines à la base, et donc c'est sûr que de communiquer là-dessus, d'être ambassadeur sur ces valeurs-là, forcément, ça permet de rayonner à l'international et de faire aimer le territoire. Ouais. On n'a plus qu'un mot, c'est faire aimer notre territoire, le faire découvrir en collectif, tous ensemble. Merci à vous deux pour cet échange. Merci.